Smart Stratégie vous est présenté par Circle, powered by Square. Les amis, on est de retour avec Augustin Van Rijkevorsel. Bonjour Augustin. Bonjour Stéphane. Le patron de Circle Stratégie, patron fondateur voilà. de ce jeune cabinet de conseil en stratégie qui nous accompagne toutes les semaines. Alors là, pour le coup, on est rattrapé, vous avez été chercher, Augustin, l'actualité. Ouais, Ce qu'on fait, c'est vrai, d'habitude pas, parce qu'on veut s'intéresser à la stratégie sur le temps long, mais en même temps, c'est vrai qu'on a là l'occasion d'aller jouer carte sur table sur les grandes opérations de fusion-acquisition. Complètement. Veolia donc, a lancé le premier coup de semonce. Il y en aura peut-être d'autres. Voilà, c'est ça le sujet. On a appris ce matin qu'entre PSA et Fiat Chrysler, les conditions commençait à être étaient en ce moment revues. Tout à fait. On en reparlera. Ouais. Il y a eu Tiffany LVMH. Enfin bon, voilà. Il y a là des éléments très très intéressants entre grandes entreprises. Complètement. Tu nous présentes notre invité, ton invité, voilà, Augustin. Rapidement, mais donc Veolia, boîte qui a son historique, des crises dont on avait vécu et des comme celle-là aussi. 180 000 personnes. Un chiffre d'affaires de près de 27 milliards, donc ça commence à peser. Malgré qu'on en parlera tout à l'heure, le rassemblement, ça fait pas qu'un leader mondial non plus, mais ça commence à jouer un peu, à peser sur la carte. J'ai envie de poser une première question avant... Estelle Brachlianov, donc, qui est directrice générale adjointe, voilà, en charge des opérations. Ça veut dire quoi, Estelle, d'ailleurs, dans la gouvernance, en charge des opérations? Ça veut dire que tout ce qui est opérationnel, donc les patrons de pays, les patrons de zone, ils discutent avec moi pour faire en sorte de tenir leurs objectifs pour l'année. C'est ça, vous êtes celle qui bossait quoi, dans la boîte. Les autres réfléchissent. Disons que j'essaie de faire à la fois du court terme mais un peu de long terme aussi. Un peu de long terme voilà. aussi. Ouais, mais... et vous êtes, parce qu'on est véolien, comme on est IBheimer par exemple, vous êtes Veolia depuis... Je suis de Veolia depuis presque années. 16 ans. Ouais, oui. Voilà, c'est ça. Même si j'ai eu une vie avant, mais c'est vrai que quand on y goûte... on y reste. Et Antoine Frérot, le patron, ça doit être pareil, même encore plus longtemps, je crois. Voilà, il y a près de 20 ans. Oui, encore plus que ça. Oui. Ceci explique en partie cela, d'ailleurs, voilà. Ce dont on va parler, les identités très fortes des entreprises. Tout à fait. Vas-y, Augustin, comment tu veux commencer? Juste, une première question, puis après on rentrera un peu dans le truc, mais comment est-ce qu'on fait une opération comme ça-là? Quels sont les gros critères de réussite qu'on essaye de mettre en place avant de commencer? Parce que avant de lancer cette opéra, on essaye de se dire, OK, c'est quoi les 3 éléments où on se dit là-dessus on ne peut pas se planter? Parce qu'on va réussir des grosses fusions-acquisitions, on en a vu, il y en a beaucoup qui sont plantées, parfois qui se sont faites, mais qui se sont très mal faites. Qu'est-ce qui fait, quels sont les facteurs qu'on regarde pour se dire, OK, là-dessus, je dois réussir? Une petite remarque déjà, on a l'habitude en France de commencer par regarder les trucs qui se plantent. Moi, je préfère regarder toutes les fusions qui ont réussi. Mais il y en a des nombreuses. Allez-y. Il y en a des nombreuses. Il y a par exemple BNP Paribas, c'est la première banque européenne maintenant. Il y a Total Elf à l'époque. Non, je refuse BNP Paribas. Peugeot, Citroën, Simca. Ouais. Je remonte à un petit peu plus longtemps, mais je pense que c'est quand même des très belles boîtes aujourd'hui et des fusions réussies. Tout à fait, ouais, c'est sûr. Et qu'est-ce qui, quels sont les... Il a cité, fallait être belge pour citer Fortis, parce que toutes celles dont vous me parlez, non mais toutes celles dont vous me parlez, elles ont au moins 20 ans, Estelle. Il y a aussi des fusions un peu plus récentes. Il y a le Novartis qui a marché il y a plus récemment, ça fait plutôt une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Ouais. Après, en même temps, c'est pas des opérations qui sont courantes non plus, donc c'est normal qu'il y en ait pas, là où on en voit pas tous les jours. On ne fait pas une opération de cette taille-là tous les jours non plus. Alors, voilà. Pour revenir sur vos critères de succès, pour moi, le premier et le principal, c'est le projet industriel. C'est pourquoi on fait tout ça. Et pourquoi on fait tout ça, dans notre cas, c'est clair, c'est pour devenir un champion de la transition écologique à l'échelle mondiale, mais avec des bases, des racines françaises et européennes. On est déjà très fort là-dessus, mais on a besoin d'accélérer. Le timing n'a jamais été aussi bon quand on regarde l'appétit des populations, les plans de relance de tous les pays. Ils parlent de quoi? Ils parlent d'économie et de relance économique, mais ils parlent aussi de comment on arrive à faire ça en étant vert. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est que Veolia est une partie de la solution ou apporte une partie de la solution. Donc on est ce vers qui les clients se tournent pour dire, bah voilà, j'ai envie de trouver des solutions pour des nouveaux polluants, j'ai envie d'émettre moins de CO2, est-ce que vous avez des solutions pour moi? C'est ça. Donc c'est ça le projet, et c'est ça qui est le vrai succès pour moi d'une fusion, c'est qu'il y a un vrai projet industriel derrière. La taille importe.
La taille dans notre marché, elle importe pour plein de raisons. La première, c'est que c'est un marché très fragmenté. Donc même si on se dit champion mondial, on pèsera, Suez et Veolia rassembler 5% du marché mondial. 5% du marché mondial, parce que quoi? Parce qu'il y a des concurrents dans tous les pays, et puis il y a des acteurs qui se consolident. Hein. Les Chinois ne nous ont pas attendus, les Américains aussi. Il y a eu plein d'opérations ces dernières années en Europe, juste à nos portes, avec des actifs qui ont été rachetés par des Asiatiques. Donc le mouvement, il est lancé. Donc autant qu'on soit les acteurs de ce mouvement, plutôt que d'attendre, de regretter dans 10 ou 20 ans que les trains soient passés, et que ce soit finalement des champions asiatiques qui nous apprennent des choses en Europe. Je préférerais que ce soit le contraire. Après, il y a un truc pour la défense du fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de fusions. Il y a la Commission européenne, elle ne nous aide pas tous les jours aussi là-dessus. Oui, mais donc, alors non, c'est un autre débat. Il y a la concurrence enfin, on ne va pas en parler. À la limite, parlons-en un jour en invitant Alstom Siemens. Regarde ce qu'est aujourd'hui Alstom. Oui, tout à fait. Regarde ce qu'est aujourd'hui Alstom. Alstom a racheté Bombardier et Alstom est aujourd'hui incontournable sur son marché. On a beaucoup parlé de la fusion Schneider-Legrand. Il se trouve que j'ai regardé ça très très près. Ça a été un coup terrible pour Schneider quand cette fusion a été cassée par la Commission européenne de l'époque. Aujourd'hui, Schneider occupe une place extraordinaire sur ses marchés. Legrand occupe une place extraordinaire sur ses marchés. Oui, donc, tout à fait. La Commission européenne fait son boulot, ce que vous avez d'ailleurs devancé en prenant tout de suite l'ensemble de vos dispositions pour justement passer entre les fourches codines des commissions de concurrence. Un super projet industriel qui est le cœur de la stratégie. Et puis derrière, potentiellement, évidemment, qu'on a anticipé les obstacles qu'il pourrait y avoir. Le premier, c'était l'antitrust. Et donc, plutôt que de se dire on verra ça plus tard, on a anticipé, on a travaillé, notamment en France, parce que pour faire simple, il n'y a aucun sujet en dehors de France. Il y a quelques petits actifs ici et là, mais très très petits. Donc la question, elle est évidemment en France. Et donc non seulement on l'a anticipé, mais on est venu avec la solution pour l'eau France avec un partenaire qui est Meridiam et qu'on a choisi en suivant plein de critères, le prix étant le dernier. Le premier de ces critères, c'était la garantie de l'emploi. De la même façon que nous, on va garantir l'emploi dans le cadre de cette opération en France, on tenait à ce que les gens à qui on vendrait les actifs fassent la même chose. Le deuxième, c'était la capacité d'avoir un projet industriel, d'investir. Et là aussi, ce fonds-là, ils nous ont dit, et ils ont promis, et ils ont réaffirmé, on investira 800 millions dans les 7 prochaines années dans l'eau, en France et même à l'international, parce que ne nous trompons pas, le lendemain... Meridiam va devenir un concurrent. C'est un concurrent en France et à l'international tout de suite. Et j'ai envie de dire, c'est fait pour. C'est fait pour, bien sûr. Tout à fait. Ça veut dire que donc c'est l'eau, c'est juste pour des raisons concurrentielles ou c'est parce que vous considérez que le potentiel de croissance est moins important sur la gestion de l'eau? En plus, il y a cette pression des municipalités qui reprennent, qui sont en train de renationaliser d'une certaine manière la gestion de l'eau. Donc c'est pour ça finalement que vous vous dites, OK, l'eau, laissons-la à un indépendant qui va y aller avec les dents. Et parce que vous pensez qu'il y a d'autres potentiels plus importants sur le traitement de déchets, par exemple? Non, pas du tout. C'est absolument pas dans notre raisonnement. Pour faire simple, on ne vendra ou on ne vendrait dans cette opération que ce que l'antitrust nous oblige à vendre. C'est ça. Et donc, en France, on savait qu'il y aurait des sujets dans l'eau, on a anticipé. Mais pas plus, pas moins. C'est ça. Et donc, ce projet industriel... Pour faire simple, on ne rachète pas Suez. Si on rachète Suez, pour racheter une coquille vide. On a envie des actifs, il y a des très belles équipes. L'objectif, c'est de construire ensemble le champion dont je vous parlais. Évidemment, avec les équipes de Suez, avec cette belle empreinte géographique. Il y a des géographies où ils sont très forts et où on est moins fort. Il y a des géographies où c'est évidemment le contraire. Il y a des technologies où ils sont plus forts que nous. Et je vous donne un exemple. Il y a un polluant qui fait beaucoup l'actualité dans les pays, aux États-Unis, en Australie par exemple, qui sont les PFAS en anglais, les perfluorés en français. Il y en a partout, ça va dans les nappes phréatiques, c'est une horreur. Pour les traiter, ces nouveaux polluants, il faut un certain nombre de procédés. Il se trouve que la recette miracle, si je puis dire, c'est de l'ozonisation. Suez a un super procédé qui s'appelle Ozonia et du charbon actif. Et nous, on a un super procédé de charbon actif. Vous mettez les deux ensemble, on traite cette pollution nouvelle. Pas mal, c'est bien rodé. Hein. Ah ben ça, là, non mais là tu sens...
des équipes Je suis de com. Je suis directrice des opérations Oui, vous aussi, êtes directrice vous l'avez d'opération, rappelé au début. mais l'exemple est tellement beau, si vous voulez. Mais non, dans la vie, c'est jamais aussi parfait, Estelle. Donc là, on est ravis. Mais... Il y a et c'est là où je trouve qu'il y a... Parce que le projet industriel, on en parlait tout à l'heure, moi j'y crois beaucoup. Je trouve ça hyper cohérent et ça fonctionne. Mais tu grossis, point à la ligne. Mais c'est là où je suis pas tout à fait d'accord. Moi, grand respect, j'ai aucun problème. Mais je vois pas ce qu'il y a d'intéressant dans le truc. Mais ce qu'il y a derrière, quand même, c'est qu'il y a la transition énergétique et écologique des États, elle est hyper importante. Et que se dire qu'on essaye, nous, de construire un champion européen avant que les Chinois nous expliquent de comment ce qu'il faut faire, il y a quand même un truc à jouer. Alors, est-ce que le choix de Suez, ça a été... on a regardé un peu en disant quelles sont les complémentarités, ou bien on s'est dit, bon, c'est le voisin le plus proche, c'est là-dessus quoi. Comment est-ce que... On a l'impression, sur la communication, que l'OPA était un objectif. Or, l'OPA ne peut pas être un objectif, c'est une finalité. Et quelle est la feuille de route à la base de se dire, OK, on a un plan strat, on a envie... C'est quoi les vraies complémentarités que vous avez été chercher? Et puis au final, c'est devenu Suez, mais c'est quoi la vraie complémentarité? Plein de choses. Alors, il y a plusieurs choses dans tout ce que vous dites. Il y a la taille. Est-ce que c'est que la taille? C'est pas que la taille, mais c'est aussi la taille. Ouais, je comprends. Pourquoi c'est aussi la taille? Parce qu'à un moment donné, je vous disais, on passerait de 3 à 5% de part de marché dans le monde. Il y a des marchés qui sont en train de se consolider. Donc, si c'est pas nous qui le faisons, oui, mais ça, on l'a bien dit, Estelle. Ouais. Deuxième chose, il va falloir qu'on investisse des moyens aussi, par exemple, dans la recherche et développement. Parce que je disais... Chez Veolia, on est ceux qui apportons la solution des problèmes de la transition écologique à nos clients. Mais il y a des solutions qu'on a déjà et il y en a d'autres qu'on n'a pas encore. C'est ça. Pas encore, il faut qu'on les trouve. Les nouveaux polluants, on a annoncé il y a quelques jours, par exemple, qu'on se lançait on prenait une nouvelle échelle dans le recyclage des batteries de véhicules électriques. Il y a 5 ans, personne ne se posait la question de ce qu'on allait faire des batteries de véhicules électriques. Il va nous falloir investir, et on l'a prévu des années, pour trouver des procédés, c'est de l'hydrométallurgie, pour arriver à recycler ça. Et on a des exemples très nombreux. Et donc, grouper nos forces, on a des technologies complémentaires, comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, et puis on a aussi des forces qu'on a envie de rassembler. C'est ça. Pour des Alors exemples... c'est quoi? Vous avez votre petit tube là de... Mon petit tube, ça c'est du palladium. Alors il y en a pour 500 € à peu près. Il y a 500 € là-dedans là. Voilà, que je fais. Voilà. Alors le palladium, ça sert en joaillerie, ça sert aussi en microélectronique. On va voir s'ils peuvent faire un gros plan sur le palladium. Allez-y, Estelle. Et alors où est-ce qu'on a trouvé ce palladium? D'habitude, ça se trouve dans des mines dans je ne sais plus trop quel pays lointain. Et c'est très rare et très cher. Là, on l'a trouvé dans les balayures de voirie de nos villes. En l'occurrence, celle-ci à Londres. Alors vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on trouve du palladium dans les balayures de voirie? C'est parce qu'en fait il y en a dans les pots catalytiques, donc ça finit dans les fumées et derrière sur la chaussée. Après, on a trouvé un procédé pour concentrer tout ça, parce que c'est évidemment totalement diffus dans les balayures de voirie, vous ne le trouvez pas comme ça. Donc nous, tout notre procédé, c'est pour le transformer et le concentrer, et après on le vend, et finalement on est en train de faire des mines urbaines. C'est-à-dire qu'on trouve dans nos villes des matériaux qui sont des matériaux suffisamment précieux pour que ce soit des sujets d'ailleurs géopolitiques. Donc si je rêve un peu, l'Europe peut devenir, avec des sujets de recyclage ou d'économie circulaire comme ça, la mine de ses propres besoins de production. C'est le merveilleux Eric Orsena qui dit que le recyclage est la première des matières premières aujourd'hui. Exactement, c'est un exemple typique. Après, pour en arriver là, il faut de la recherche, il faut des moyens, et je reviens à la question d'avant. Il faut qu'on groupe nos moyens plutôt que de se disperser. Après, quand même, on peut se le dire, parce que vous avez cité BNP Paribas. Il y a entre BNP et Société Générale une histoire éternelle qui ne finira jamais. Tout patron de BNP aura quelque part dans un coin de sa tête l'idée un jour de choper la SocGen. C'est pareil pour Veolia et Suez, on est d'accord, Estelle? Que les boîtes se connaissent et se côtoient depuis toujours, oui, bien sûr, les patrons se connaissent, mais il n'y a pas que les patrons. Les équipes se connaissent. Moi, toutes mes 15 ans et quelques chez Veolia, j'ai très souvent côtoyé les gens de chez Suez. Et ça me permet d'ailleurs de vérifier, de vous dire que vous êtes parfaitement complémentaires. Mais il y a quand même comme nous, si je puis qui sont dire. pour le plan aussi. On fait le même métier, avec la même façon de faire, j'ai envie de dire, la conscience du travail bien fait, l'envie de travailler sur le futur. Donc, alors, je pense que c'est vraiment... Il y a une chose dans la stratégie importante. Justement, on réfléchissait nous aussi aux fusions réussies. Il y a une que vous n'avez pas citée, c'est GDF-Suez pour le coup, qui a très bien fonctionné. Gérard Mestralet, j'ai plus le chiffre, mais je crois qu'il a fait 12 ou 13 acquisitions dans sa vie. Certaines ont été vraiment très très importantes, mais toujours en amical. Il disait, une fusion en hostile, ça ne peut pas fonctionner.
Là, vous n'êtes pas... Est-ce que tu estimes que c'est hostile là, pour l'instant? Voilà, c'est hostile ou c'est amical? Comment est-ce que vous regardez les choses? Parce que on n'a que la déclaration du board. Le board, c'est pas les équipes, quoi. Non, donc c'est ça le sujet. Alors, si on parle des équipes de Suez, parce que je pense que c'est ça qui compte dans le dispositif, les équipes de Suez, moi je suis très confiante que le projet dont vous parlez, ça les convainc, ça leur parle, et c'est exactement ce sur quoi ils ont envie d'aller. Je vous le disais, en termes de culture, c'est des cultures très similaires, évidemment, depuis toujours. On associe à ça, pour faire simple, ils n'ont rien à perdre et tout à gagner. Pourquoi je dis rien à perdre? Parce qu'il n'y a pas garanti l'emploi dans le cadre de l'opération, donc ce n'est pas la question. Et je dis tout à gagner parce que c'est un projet qui est un projet de croissance, qui est un projet de développement, qui est un projet d'ambition. Il y a forcément des doublons. Forcément des doublons, notamment dans le top management. Mais le top management, quand on est sur des entreprises de plusieurs dizaines de milliers de personnes... Non, mais je ne parle pas du board, là, pour le coup. Je parle des N-2, N-3. Commençons par la base. On est sur des entreprises qui ont beaucoup d'ouvriers. Exactement. Et on ne va pas commencer, il n'y a pas de doublon non, là-dessus. C'est pour ça que je vous parle du upper middle management. Voilà, on va dire ça comme ça. Le upper middle management, on a des besoins en permanence. On passe notre temps à recruter à l'extérieur des bons. Et il y a très certainement... chez Suez, des bonnes personnes qui seront susceptibles de rentrer dans le projet. Je n'ai aucun doute là-dessus. On passe notre temps à se dire que les ressources rares, ce sont les bons. Vous avez raison, le capital humain, c'est vrai. C'est le capital humain et c'est mon quotidien toute la journée. Ça a permis à Antoine Frérot, d'ailleurs, d'annoncer qu'il voyait typiquement de l'ordre de 15 à 20 patrons de pays sur les 40 qu'on a qui viendraient de Suez. Et c'était... j'allais dire un calcul assez facile en se disant voilà, statistiquement il doit y avoir des bons à ce niveau-là, et là je vous parle pas je vous parle de gens dans le top management. Très confiante. Et le projet, il est enthousiasmant, je veux dire, fabriqué ensemble, parce qu'on est en train de parler de construire ensemble avec la complémentarité. Je vous ai parlé un champion mondial qui répond à des problématiques qui sont celles que la population nous demande tous les jours. Oui, et puis sur le sujet de croissance, quoi. Il se trouve, alors, cette semaine, un homme que j'adore, qui m'a appris énormément, Jean-Luc Petit-Huguenin, le patron de Paprec, que vous connaissez forcément. Connais, bien sûr. Voilà, évidemment. Donc Paprec, c'est 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur leur cyclage. Il est ravi, vous savez pourquoi ? Parce que, alors c'était une expression de ma consoeur du Monde, j'ai adoré. Elle l'écrivait, les luttes d'influence qu'il y a. Vous êtes patronne des opérations, on parle de choses sérieuses, nous. Et elle a eu cette expression, le tout Paris des affaires est au bord du tout à l'égout. J'ai adoré cette expression. Et lui est très fier parce qu'il dit, mais bon Dieu, le retraitement et la gestion des déchets en France, c'est LVMH. On a une excellence industrielle française qu'on va enfin reconnaître grâce à cette opération, disait-il. Voilà. Pas mieux, si je puis dire. Voilà. Pas mieux, avec peut-être mon deuxième petit, parce que vous parliez de tout à l'égout. Tout à l'égout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du plastique, sur un jeton en plastique, sauf qu'il n'a pas été fait à partir de pétrole, il a été fait à partir de bouts de station d'épuration. Donc ce qu'il y a dans l'égout dont parlait Jean-Luc Petit-Huguenin. Voilà, c'est ça. Donc oui, il y a du trésor dans nos déchets. Augustin, mais parce qu'on a 2-3, parce que hier, la semaine dernière déjà, on n'a pas fait les quelques actus qui sont intéressantes à donner, donc là il faut quand même qu'on... Rapidement, juste un petit point, quand le projet industriel, on en parlait, mais comment est-ce qu'on ça se matérialise? J'ai vu que vous avez investi près de 400 millions pour sortir du charbon. Il y a quand même la sortie du charbon, il y a un peu, il faut y faire attention aussi, parce que c'est pas juste je sors du charbon et puis comme ça je montre une image écologique. On a vu des cas où des boîtes qui sortent du charbon et en fait c'est bien pire derrière, parce qu'on vend les actifs et on se retrouve avec des gérants qui sont encore plus polluants que celui qu'il avait à la base. Quel est le rôle là derrière? Pardon? Non, mais tu en as besoin du charbon. Oui, mais, tout à fait, mais justement, c'est ça le truc. 40% de l'électricité est aujourd'hui produite par du charbon, on n'en sortira pas exactement, comme ça. C'est exactement ça, c'est de se dire, vous sortez du charbon, comment est-ce qu'on l'applique pour pas juste faire un truc d'image? Alors, en fait, dans notre raison d'être, il y a penser aux générations de maintenant, aux générations d'après, et trouver des solutions. Donc on ne sort pas du charbon au sens où on ne s'en débarrasse pas auprès de je ne sais pas trop qui continuera à faire exactement la même chose sous le radar.
en faisant rien. C'est pas gentil, c'est et il y en a qui a fait ça, si tu veux. Donc, Non, je pense qu'il y a plein de gens qui nous rachèteraient notre charbon. Ah ben oui, c'est pas la question. Il y en a qui ont fait beaucoup d'argent là-dessus. Hein. Ce que l'on veut faire, c'est d'organiser la transition, en fait, de le transformer. Donc petit à petit, d'avoir des projets alternatifs. On fait ça dans le Pays de l'Est, on fait ça en France aussi, hein, avec un industriel comme Solvay. En Lorraine, on a un projet où ils ont une chaudière à charbon qui alimente leur usine, parce qu'il n'y a pas que les villes qui ont besoin d'électricité, il y a aussi les industriels. Tout à fait. Et on remplace ça par du CSR, du combustible fait à partir de déchets. Donc on est dans la solution de nouveau, plutôt que de juste dire c'est mal, c'est bien, on s'en débarrasse et on passe à autre chose. Donc pour moi, je vois ça comme une responsabilité d'organiser et de trouver les solutions. Pour moi, c'est vraiment quand je dis on est un acteur industriel, on est là pour transformer une volonté des citoyens, de la politique, de l'argent public, hein, en projet, en quelque chose de concret. Augustin, juste, peut-être qu'on reviendra avec Estelle dans un instant. Je pense que vous ne voudrez pas commenter. Je voudrais bien ton avis sur LVMH Tiffany, sur cette histoire étrange. Oui. Moi, je dois avouer que quand c'est venu comme ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Bouchez-vous les oreilles, Estelle. C'est pas possible que le Quai d'Orsay ait été instrumentalisé par une entreprise aussi puissante soit-elle. Ouais. Globalement, c'est ça que dit Tiffany. Hein. Et en fait, plus on rencontre de gens, plus on travaille, plus on écoute à droite et à gauche, et plus on a l'impression que si. Ouais. Le Quai d'Orsay a été instrumentalisé par LVMH, qui lui a demandé d'écrire une lettre. Tout à fait, tout à fait. Ouais, non, mais il y a un gros mélange des genres qui est quand même franchement pas top. Hein, mais je sais qu'on aime défendre les entreprises, qu'on est libéraux jusqu'au bout des ongles, mais justement, à un moment, il y a un conflit d'intérêts, mélange de genres, très très étonnant. Complètement, mais en même temps, là derrière, il faut se rendre compte qu'en fait, très souvent, c'est quand même un peu un état de fait. C'est-à-dire que se dire que ça n'arrive jamais, c'est faux, quoi. C'est ce truc-là, il est là un peu systématiquement. On peut le barricader de plus ou moins, mais c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Et tu peux pas faire des opérations de cette ampleur sans te dire que le politique n'est pas du tout impliqué. Mais là, on a été le chercher. Là, il n'était pas impliqué. Enfin, tu vois, Tiffany, c'est pas le sujet du Quai d'Orsay, heureusement. Donc, on a été le chercher pour casser un deal et pour avoir un prétexte pour casser un deal. Franchement, c'est dingue. Oui, non, mais je crois que c'est sans précédent. Parce qu'on me dit sans arrêt, mais les Américains font bien pire et tout. Oui, ils font bien pire, justement, c'est différent. C'est une politique d'État. C'est systématique, c'est organisé, c'est validé par la Cour suprême en partie. C'est même transparent, d'ailleurs, tu vois. Complètement. Après, je crois qu'à côté de ça, LVMH a quand même tombé sur quelques mauvaises surprises auxquelles il ne s'attendait pas du tout non plus. Mais oui, mais t'instrumentalise pas le Quai d'Orsay. Non, je suis d'accord. Quelle légitimité t'as après pour ensuite dire... c'est assez incroyable et je comprends pas encore très bien pourquoi est-ce qu'ils ont joué cette carte-là, parce que comme tu dis, en termes de crédibilité après, c'est quand même franchement compliqué, quoi. Quand même, alors je vous demande pas à moins que vous en ayez envie, Estelle, de commenter ça. Je n'ai aucun avis sur le LVMH Tiffany. Je m'en doutais bien. Je continue dans les poubelles et l'eau. Quand on construit un groupe mondial, je posais la question cette semaine à Jean-Paul Agon, par exemple. Forcément, on doit regarder tout ce qui se passe, la façon dont l'activité économique, sur des pans entiers, notamment dans la techno, et vous nous avez démontré que vous ne serez pas loin de la tech, peut être à un moment l'objet de marchandages diplomatiques, internationaux, profonds. C'est quoi la solution? Comment on fait pour... je ne veux pas utiliser le terme pris en otage, mais en fait c'est le terme. Comment on fait pour ne pas se retrouver pris en otage de conflits géopolitiques qui nous dépassent? Pour ne pas se faire prendre en otage, pour moi, il faut qu'on ait une solution européenne, je l'ai dit tout à l'heure, et des champions européens avec des racines européennes, avec nos technologies, nos équipes, et qui aillent derrière, j'allais dire, porter le message de ce modèle-là à travers le monde. Je pense il faut qu'on reprenne le leadership là-dessus, et la taille compte aussi dans cette bataille. Ne soyons pas naïfs. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. C'est que après, est-ce que les boîtes aujourd'hui, comme la tienne, prennent à la bonne ampleur les enjeux politiques et du coup le travail sur le long cours, ou bien on se dit non, on veut pas être pris en otage, mais on veut pas toucher non plus. Donc Veolia, il baigne dans la politique, mon garçon. Ah ouais. Moi, je pense que, je veux dire, la politique, on n'en fait pas, mais il faut qu'on la prenne en compte. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, ça veut dire que quand on est dans un pays,
il faut vraiment qu'on soit du pays. Et ça a toujours été notre stratégie et ça Ouais. continue à l'être. Ça veut dire qu'on noue des partenariats avec des entreprises locales, avec quelquefois avec nos clients, parce que l'objectif, c'est d'être ancré dans le pays dans lequel on est. Et ça reste une clé absolument de durabilité pour une entreprise comme Veolia. C'est ça. Et alors, on est du pays, oui, mais en même temps, quand on est une boîte comme Veolia et qu'on est à l'international, on a des responsabilités au niveau international. Est-ce que c'est pas un peu, dans certaines situations, parce qu'on en connaît d'autres dans des grosses restructurations qui sont en train de se regarder là maintenant, où on se regarde un peu le nombril, on arrive à restructurer partout et à faire des vraies choses un peu différentes, sauf de chez nous, parce que là, surtout, il y a le problème politique. Est-ce que c'est pas ce genre de choses-là qui peuvent arriver ? En l'occurrence, il n'y a pas qu'en France qu'on fait de la politique. Hein. Donc, non, tout à fait. Mais donc, si c'est votre question, non. Donc le fait de s'ancrer dans le territoire, évidemment, c'est ce qu'on fait en France, mais c'est ce qu'on fait dans la plupart des pays. Les Américains, dont on parlait tout à l'heure, sont très attentifs au sujet aussi, les Chinois aussi, à peu près tous les pays d'Europe. Donc partout, c'est la réponse. Il faut qu'on s'ancre, il faut qu'on soit de quelque part. Tout à fait. Ouais, non, complètement. Top. Bon. T'as un autre fait, il y avait un autre fait. Alors, l'autre information, mais alors là, pour le coup, Estelle, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a eu vous avez sans doute suivi ça, il y a eu un espèce de petit psychodrame autour de la Commission citoyenne et des taxes qu'il pourrait imposer sur le transport aérien. Ouais. Au moment où devait se réunir justement une discussion entre des représentants de la filière aérienne qui s'appelle le GIFAS et puis certains représentants de cette Commission citoyenne, quelqu'un, je pense que c'est du côté du GIFAS, a fait fuiter l'idée que l'ensemble des dispositions que pourrait prendre cette Commission citoyenne coûterait plus de 4,5 milliards au secteur aéronautique qui évidemment est déjà dans une situation difficile. Complètement. Donc là, c'est quand même la confrontation entre le business et, oui, les aspirations. Alors, commission citoyenne, je ne sais pas si c'est la population, Non. mais en tout cas, certains de leurs représentants, quoi. C'est ça. Moi, je crois que c'est pour ça que quand je vous parlais tout à l'heure d'un certain nombre de projets de transition écologique, on pense aussi à la façon dont on aide les industriels. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et les industriels, ils ont des signaux divers. Le prix du carbone en est un. Ouais. Le prix du carbone aujourd'hui, ou la menace qu'il pourrait y avoir, un prix du carbone qui augmente demain. Un certain nombre de sujets de taxes. Et là, on est là, nous, pour les accompagner vers la transition écologique. C'est quoi, enfin je ne sais pas si vous pouvez le dire d'ailleurs Estelle, mais surtout n'hésitez pas, mais la position de Veolia justement sur le prix du carbone, moi j'entends beaucoup d'industriels dire c'est pas assez élevé en fait, il faut un prix du carbone beaucoup plus élevé pour... La réponse est claire, il faut un prix du carbone beaucoup plus élevé. Ouais, on avait même cité des chiffres de l'ordre de 35-40 euros, quelque chose de cet ordre, pour arriver à faire changer véritablement les comportements du monde économique au sens large, pour que ça devienne, en gros, la clé, c'est simple, il faut que ça devienne plus cher de polluer que de ne pas polluer. Exactement. Voilà. Oui, et c'est ça le cliquet. C'est ça. Oui, tout à fait. Et le signal prix reste la première des armes économiques pour changer les comportements massivement. Complètement. Dernière question, Augustin, on est au bout. Oui, un dernier petit truc sur ton plan strat, parce que je crois que c'est important pour embarquer toutes les équipes derrière. J'ai vu que vous êtes sorti de tout ce qui est chaud-froid aux États-Unis, là, le cycle de chaleur. Ça fait partie aussi de responsabiliser Veolia et de se dire on ne va pas se mettre là où ça pollue trop, ou bien c'est en fait il n'y a plus de croissance et c'est pas là qu'on va. Non, ça polluait pas. Voilà, je veux dire, c'était tout à fait responsable en fonction des normes. C'était au gaz. Et en l'occurrence, c'était du chaud, pas du froid, parce qu'à Boston, il fait plus froid que chaud le reste de l'année. Non, pourquoi est-ce qu'on a vendu ça? Tout simplement pour réinvestir dans d'autres sujets sur lesquels on pensait qu'on pouvait faire plus la différence. C'est simple, notre plan stratégique qui s'appelle Impact 2023. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut investir en priorité là où on a le maximum d'impact. C'est-à-dire là, on peut faire la différence vis-à-vis de nos clients industriels ou de nos villes. C'était plus là qu'on avait l'impression qu'on pouvait avoir le plus d'impact. On l'a vendu, on réinvestit dans le déchet dangereux, les nouveaux polluants, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il y a besoin de moyens. C'est ça. Oui, top. Les amis, merci beaucoup Estelle. Merci à vous. C'était un vrai plaisir. Voilà. Très intéressant. Conclusion, beau projet. Hein. Moi, j'y crois beaucoup. Mais ne prends pas parti dans une opération comme ça. Tu dois être d'une neutralité totale. Non, moi je suis pas journaliste. Hein. Moi, honnêtement, je trouve ça un beau projet. Je crois qu'il en faut plus en fait, au niveau européen. Donc ça c'est. Et ben voilà. On se retrouve la semaine prochaine, les amis. Smart Stratégie vous est présenté par Square.